Sujet du bac 2015, on va commencer par la série L. Le sujet 1, c'était respecter tout être vivant, est-ce un devoir moral? Alors évidemment, il faut faire varier tous les termes du sujet. Respecter tout être vivant, est-ce un devoir moral? Il y a trois grands pôles de sens, respecter, être vivant, devoir moral. Et vous devez faire varier toutes les définitions, toutes les acceptions de ces mots. Alors, respecter, est-ce que ça veut dire ne pas écraser une fourmi, respecter tout être vivant? Ne pas écraser un insecte, est-ce que ça veut dire ne pas manger de viande? Est-ce que ça veut dire finalement, autant que faire se peut, éviter de tuer des animaux pour le contentement des êtres humains? Voilà. Il faut en parler, ça sera peut-être une sous-partie dans les 9, mais ça me semble vraiment réducteur de faire tout votre devoir sur faut-il être carnivore ou végétarien ou omnivore. Donc, le respect d'un être vivant, c'est pas simplement éviter de le tuer. Le respect d'un être vivant, c'est le considérer non pas comme un être inférieur à l'être humain, mais comme un égal, comme une merveille de la nature, au même titre que les arbres, au même titre que les animaux, au même titre que les êtres humains. Donc, ce respect peut se traduire de plusieurs façons. Il y a le respect, évidemment, de la cohabitation entre l'être humain et les animaux et la nature. Cohabitation, domestication, j'aurais volontiers réservé un bon paragraphe sur la domestication des animaux, sur le fait que culture et nature s'interpénètrent. Respecter tout être vivant, c'est aussi le rapport à l'animal sauvage. Les loups qui viennent manger le troupeau, finalement, qu'est-ce que c'est respecter le loup? Et les chasseurs qui chassent des animaux, on peut avoir une vision un peu idiote du chasseur, parfois aidé par les chasseurs eux-mêmes, mais je connais des chasseurs qui sont extrêmement, finalement, écologistes et qui respectent les cycles de nature et qui font du bien finalement à la nature et qui sont dans un rapport non pas de viandard, comme on le dit dans l'argot, c'est-à-dire on voit un animal, on le shoot, mais au contraire, un rapport de respect. Et il y a un très beau film là-dessus que vous pouvez... on peut citer des films si c'est pas pour faire du Walt Disney. Le gros risque de ce genre de devoir, c'est de faire du Walt Disney. Et Walt Disney nous a embrouillé la tête en nous faisant croire que les animaux parlent comme les hommes et qu'ils sont doués d'une rationalité identique à la rationalité humaine. Mais il y a un très beau film, c'est Dersu Uzala. C'est un film d'Akira Kurosawa. Dersu Uzala nous raconte la vie d'un chasseur dans les steppes orientales. Et lorsqu'il il est confronté à des êtres vivants, comme un tigre, ou alors comme devoir tuer un gibier, il y a vraiment un respect à base de prière, à base de, à base d'un presque un respect sacré. Et le respect des êtres vivants, ça peut aller jusqu'au respect sacré. Et là, on peut voir que dans tous les folklores religieux humains, il est souvent question d'être vivant autre que l'homme. On pense évidemment à l'Égypte pharaonique, où là, il y a carrément des statues élevées avec des têtes de chats, avec des têtes de chacals. On a vraiment des babouins. Donc on a toute une sorte de faune divine qui est élevée. Mais les pratiques chamaniques, etc., dans beaucoup de cultures, alors vous pouvez juste les mentionner ou aller plus loin, ça dépend de votre propre culture. Vous pouvez peut-être citer je sais pas, des livres de votre enfance, des livres de littérature même, je dirais, pour enfants, mais je pense par exemple au Petit Prince, c'est idiot, mais il y a quand même cette idée d'un respect de la rose, même si c'est des symboles, ou du renard, mais il y a quand même cette idée qu'on peut nouer des liens d'amitié avec quelque chose qui n'est pas humain. Bon, si vous savez comment retomber sur vos pieds et à chaque fois répondre au sujet, c'est tout à fait valable. Alors après, on peut aussi citer de la philosophie, mais vous n'êtes pas encore une fois obligé de citer de la philosophie pour avoir un 18 sur 20 en devoir de philosophie. On pense à Bergson, l'évolution créatrice, on pense à Aristote de l'âme, où il analyse un peu le rapport au vivant et à l'âme. On pense à Descartes avec sa théorie de l'animal-machine. Je pense même à Edgar Morin, le paradigme perdu, un très beau livre d'Edgar Morin. Respecter tout être vivant et sa devoir morale, moi je pense aussi aux clones, ça me vient. Quand on arrivera au clonage de l'être humain, si on y arrive un jour, qu'est-ce qu'on fait des clones? C'est vraiment quelque chose de l'ordre de la science-fiction, mais peut-être qu'avec des références, vous pouvez faire de la science-fiction très classe, quoi. Pas de Walt Disney encore une fois. Donc je pense à Bienvenue à Agatha.
ce film où justement il y a une hiérarchie en fonction des êtres humains, donc, dont toute une partie d'êtres humains modifiés génétiquement qui ne respectent pas et qui même exploitent les autres. C'est assez intéressant, on peut filer cette métaphore. Il y a d'autres références comme ça. Alors, être vivant, on a parlé des animaux, mais il n'y a pas que. Il y a évidemment, moi je pense qu'il faut réserver un bon paragraphe sur l'écologie, parce que c'est vraiment une question de l'écologie aussi. Respecter les êtres vivants, c'est aussi les animaux, c'est aussi les plantes. Est-ce que la déforestation des forêts, comme en Amazonie, on a un respect des êtres vivants? On sait bien que la biodiversité est une immense richesse et que préserver, respecter, ce n'est pas tuer ou ne pas tuer. Respecter, c'est comme on dit, respecter la nature. C'est-à-dire avoir une vision de long terme, une vision pour maintenir les conditions de la vie. Et donc c'est une vision plus large. Et là, ça mériterait presque votre troisième partie. Une vision beaucoup plus large et générale. Donc voilà, être vivant, ça peut s'étendre même, ça peut aller loin. Euh, je, oui, on les insectes, on a tout ça. Donc, être vivant aussi, on a une définition à donner de ce que c'est un être vivant. Vous devez, à un moment dans vos devoirs, même au début, essayer de fournir une définition. Et c'est pas évident. C'est pas évident. Est-ce que le vivant, c'est de l'âme qui anime la matière? Est-ce que c'est un souffle? Les stoïciens parlaient du pneuma. La vie, c'est un souffle. Être vivant, est-ce qu'on parle des ancêtres? Les êtres vivants, est-ce que dans certaines croyances et certaines cultures, les ancêtres demeurent? Donc voilà, c'est très complexe et ça peut être amusant comme ça de faire varier le sujet. Et devoir moral, alors là c'est vraiment un mot qui a une grande référence en philosophie, mais vous pouvez ne pas du tout l'avoir vu, il n'y a aucun problème, ne paniquez pas. Mais devoir moral, c'est vraiment une référence forte à Kant, le philosophe Immanuel Kant, qui même Rousseau un peu avant, on peut parler, et puis il y en a d'autres, hein, des moralistes, mais l'idée de devoir moral, c'est l'idée quand même d'une loi qui s'impose à notre conscience et avec laquelle on ne peut pas jouer, quoi. On peut peut-être tricher en étant de mauvaise foi, mais il y a quand même l'idée d'une profonde soumission à une sorte d'autorité impérieuse qui nous parle. Donc devoir moral, c'est pas juridique. Hein. Devoir moral, c'est pas la loi qui va vous punir parce que vous avez maltraité votre chien. Devoir moral, c'est vraiment quelque chose qui incombe à l'homme et qui part peut-être du cœur. Si on prend une hypothèse de Rousseau, Rousseau a une belle définition de la pitié. Il dit lorsqu'on voit un être vivant souffrir, lorsqu'on voit la vie souffrir, quelque chose se hérisse en moi, quelque chose se révolte en moi, et c'est la pitié. Et la pitié, finalement, c'est une forme de respect instinctif qui vient du cœur, qui vient de l'impulsion première. Donc voilà, devoir moral. Est-ce que vraiment, lorsque l'enfant joue avec les fourmis et qu'il s'amuse à les écraser, etc., et que sa mère lui dit « Mais non, c'est pas bien, il faut pas être cruel avec les animaux », donc l'opposé du respect, ce serait la cruauté. Donc il faut parler de la cruauté, il faut parler du sadisme, il faut parler aussi de choses qui vont contredire le devoir moral. Par exemple, l'argent. L'argent. Pourquoi on ne respecte pas les animaux? Pourquoi on ne respecte pas tous les êtres vivants? Parce qu'ils peuvent nous rapporter beaucoup d'argent. Je pense aux braconniers. Vous pouvez parler du braconnage. Que ce soit pour avoir des défenses d'éléphants ou des cornes de rhinocéros parce qu'ils auraient pour les Chinois des vertus aphrodisiaques et on décime comme ça des espèces. Que ce soit, j'ai parlé de la déforestation, que ce soit effectivement l'exploitation du vivant. Et je pense notamment à toutes les expériences pharmaceutiques qui ont lieu pour voir si vos shampoings et vos savons ne vont pas vous irriter la peau. On sait bien qu'il y a des milliers et des milliers d'animaux dans des cages qui subissent toutes les expériences. Finalement, on n'aime pas ça. Quand on voit ça, on se hérisse façon Rousseau, c'est-à-dire qu'on se révolte. Mais au bout du compte, on tolère ça. On achète les shampoings qui ont été testés sur des animaux ou les rouges à lèvres qui ont été testés sur les animaux. Voilà, c'est une vraie question de la hiérarchie du vivant. Est-ce qu'on met l'homme au sommet de la pyramide? Et là, on est dans une logique spéciste, on appelle ça spéciste, vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser ce vocabulaire, c'est-à-dire les espèces sont hiérarchisées. Voilà. Ou est-ce qu'on met l'homme à égalité avec les êtres vivants? C'est pas du tout la même logique. Et là, on est dans une logique antispéciste, on est dans une logique où finalement la corrida
ne peut plus avoir lieu, parce que c'est évidemment vu du coup comme une boucherie. Si le taureau est mon égal, je ne vais pas pouvoir jouer avec, même si ce jeu est gorgé de symboles et égorgé finalement d'une forme de respect. Ouais, prenons l'exemple de la corrida. Vous avez la position évidemment anti-corrida. Je pense que c'est Élisabeth de Fontenay qui a cette position en philosophie. Je vous donne des pistes pour que vous puissiez prolonger l'année de terminale, bien sûr, il est hors de question de la citer. Enfin, si vous la citez, tant mieux, mais vraiment, on a des penseurs comme ça qui sont absolument vent debout contre la corrida, comme étant une barbarie, comme étant une humiliation, un sadisme, même quelque chose de fascisant. Élisabeth de Fontenay va jusqu'au fascisme. Et puis vous avez même des philosophes, il y a beaucoup de livres philosophiques sur la corrida qui nous montrent qu'il s'agit d'un respect immense du taureau qui sinon irait à l'abattoir et finirait en steak haché. Donc finalement, le respect, c'est de faire de la mort du taureau quelque chose de cérémoniel, quelque chose de sacré, quelque chose presque de métaphorique où l'homme va braver l'animalité, la mort, etc. Là, on n'est pas dans du Cabrel, là, on est dans quelque chose d'intéressant. Et vous voyez, où se situe le respect? Est-ce que c'est l'abattoir? Est-ce que c'est l'abattoir, mais on fait une prière avant, où on a un rituel d'exécution de l'animal qui se conforme à une religion, et donc c'est une façon de le respecter en disant, voilà, on a des égards pour toi, même si on va te manger, on te respecte? Ou est-ce que c'est magnifier la mort de l'animal dans un spectacle comme ça, qui servira presque d'exutoire ou de catharsis des passions? Voilà. Donc voilà, l'exploitation de la nature, c'est des sujets qui doivent venir. Alors, j'ai pas fait de plan, vous avez vu, hein, j'ai un peu balancé comme ça mes idées comme elles me venaient. J'espère que ça vous montre un peu la richesse de ce sujet. C'est un très beau sujet. Si j'avais un plan à faire, je vous le donne en quelques secondes, mais il y a 1000 façons de faire des plans, donc il n'y a pas du tout de plan obligatoire. Donc prenez ça encore une fois avec des pincettes. Respecter tout être vivant, c'est un devoir moral. Grand 1, je commence en disant oui, évidemment, c'est un devoir moral. Donc on commence, j'ai donné pas mal d'arguments. Vous montrez que en fait, l'enfant lui-même est émerveillé par les animaux. Là, c'est la séquence Disney. Ne parlez pas de Disney, mais c'est la séquence l'enfant qui s'émerveille à imiter le meuglement de la vache ou le cri du goret ou le, je sais pas, le hennissement du cheval. L'enfant naît avec ses potes, et ses potes, c'est les animaux, quoi. Donc il y a quelque chose en nous. Il y a la vie en nous qui nous rappelle la vie de l'animal, et l'animal est notre copain. Et sans citer Disney, on peut voir qu'il y a l'utilisation des animaux pour personnifier par exemple des êtres humains est absolument bien acceptée par les enfants. Respecter tout être vivant et sa devoir morale, oui, parce que là on peut avoir une perspective écologiste. C'est-à-dire que si on ne respecte pas tous les êtres vivants, on casse l'harmonie fine et subtile de la nature. Et ça, il y a 1000 exemples qui montrent que lorsqu'on a introduit des lapins dans un territoire où il n'y avait pas de lapins, ou des guêpes ou des frelons dans un territoire, ça met un chaos écologique énorme, et finalement ça nous retombe dessus. C'est un devoir moral pour les générations futures. C'est intéressant de bouger la notion de devoir moral et de dire que c'est un devoir moral pour ceux qui vont nous survivre, pour nos enfants, le monde que l'on va laisser à nos enfants. Et puis oui, ça ne peut être qu'un devoir moral, parce qu'au bout du compte, même si la loi protège des espèces et protège la nature, protège les poissons qui sont décimés, etc., par la pêche intensive, au bout du compte, on est dans cette logique que c'est fondamentalement une question éthique. Une question éthique et pas une question juridique seulement. S'il y a la loi juridique qui encadre ça, c'est bien parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'inhumanité dans un mauvais traitement par rapport à un être vivant. Finalement, l'être humain se déshumanise, perd son humanité s'il se conduit face aux animaux, par exemple, ou face à la nature plus généralement, avec barbarie, bestialité. Donc presque le respect de tout être vivant est un indicateur de l'humanité de l'homme. Voilà, là, vous avez radicalisé la thèse. Grand 2, on irait dans le non. Non, c'est pas un devoir moral.
la transition la plus simple, c'est de dire que c'est un devoir citoyen, que c'est un devoir juridique, c'est un devoir, je dirais, de bon sens, mais pas moral. Ne mettons pas la morale là-dedans. Il faut commencer à mettre du doute sur cette idée de moralisation. Parce que jusqu'où on va? On va préférer finalement notre petit chien, notre petit chat aux autres êtres humains qui font partie des minorités décriées dans les médias, aux pauvres. Un ami vétérinaire que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps me disait: je ne supportais plus mon métier à la fin parce que j'avais toujours des mamies, ouais, c'est des papis, je pense que c'est pareil, qui venaient me dire en disant mon animal, mon petit chien, mon petit caniche vaut beaucoup mieux que certains humains, que certains êtres humains. Et lui, ça le révulsait. Parce que pour lui, c'était un devoir moral que de vraiment faire une différence entre l'animal et puis l'être humain. Lorsqu'on sait qu'on a des psys pour animaux aujourd'hui, lorsqu'on voit les quantités dépensées pour la nourriture, pour les animaux, la nourriture, alors qu'il y a des êtres humains qui crèvent de faim aujourd'hui, il y a quelque chose de scandaleux dans l'idée de respecter tout être vivant comme un devoir moral. Vous voyez, il faut faire une séparation, il faut faire des distinctions. Et c'est intéressant. Et votre grand 2, vous devez plaider l'antithèse. Vous devez plaider pour cette thèse que finalement, non, ça ne peut pas être un devoir moral. Et puis, en fin de grand 2, lorsque vous avez gagné des arguments, je finirai en disant, en fait, on ne peut pas respecter tout être vivant. Il faut montrer que c'est impossible. Parce que parce qu'à un moment il faut manger, parce qu'à un moment il faut utiliser la peau des bêtes pour se protéger, parce qu'à un moment ce respect comme ça de la nature, etc., nous oblige à une vie d'ascèse qui est une vie déshumanisante au bout du compte. Et peut-être que l'humanité de l'homme, le respect de l'être humain, c'est d'utiliser la nature avec intelligence, en bonne intelligence, mais quand même de l'utiliser. C'est une perspective qui me semble un peu cartésienne. Descartes peut nous aider là-dedans. L'homme qui doit, par sa raison, se rendre comme maître et possesseur de la nature. Comme maître et possesseur de la nature. C'est pas le maître et possesseur, c'est Dieu le maître et possesseur. Mais comme une sorte d'équivalent d'un dieu de la création, en tout cas de cette création qui est à disposition. Et puis dans la troisième partie, nous allons entrer dans la nuance, et c'est la troisième partie qui est la plus formidable là-dedans, c'est que vous allez nuancer la notion de respect. Moi, je parlerai vraiment d'environnement, je parlerai vraiment... alors, des noms me viennent comme ça de philosophes. Je crois que Derrida a écrit un très beau livre sur l'animalité aussi. Voilà, vous avez pas mal de philosophes comme ça, faites des petites recherches, ça peut prolonger votre sujet. Je crois que j'ai pris beaucoup trop de temps, je dois arrêter là pour faire les autres sujets.